ce matin, dans le cadre des intoxications aux urgences, je souhaitais vous parler d'une nouvelle molécule, enfin pas si nouvelle que ça, mais d'une molécule qui semble être de plus en plus utilisée, le protoxyde d'azote, qu'on appelle le gaz hilarant, d'où le titre du diaporama MDR, mourir de rire, ou le protoxyde d'azote, qui est un gaz qu'on semble voir de plus en plus, en tout cas dans la presse, même au niveau légal. Et aux urgences, on a l'impression qu'on ne le voit pas beaucoup. Alors c'est soit parce que il n'y a pas tellement d'intoxication, en fait, c'est une sorte de fausse rumeur, soit c'est peut-être parce qu'il passe un petit peu sous les radars, parce que peut-être on ne le voit pas, peut-être on n'est pas assez sensibilisé. Donc ça va être un petit peu le fil rouge de ce diaporama, qui dans l'assistance a déjà vu, en tant que médecin, je ne parle pas en tant que patient, a été confronté à une intoxication au protoxyde d'azote. Voilà, donc on voit dans l'assistance, c'est quand même, si je vous disais qui a été confronté à une intoxication grave à l'alcool, je pense que tout le monde lève la main, d'accord, et en tant que patient ou en tant que même que consommateur certaines fois. Alors, le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est très intéressant, découverte ancienne, et on voyait au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle. Très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a un effet euphorisant, et il y a un tournant dans la vie de ce gaz au niveau médical, c'est 1844, lorsqu'un dentiste s'aperçoit qu'il a un effet anesthésien, analgésien de surface. Et donc, il commence à l'utiliser avec succès chez ses patients. C'est un produit dans les années 60 qui va rentrer dans les cabinets de dentisterie aux États-Unis en premier, puis en anesthésie obstétricale, et puis dans les années 70, 80, il va devenir un des anesthésiques de routine utilisés aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. À l'heure actuelle, il est en perte de vitesse pour différentes raisons dont on pourra discuter plus tard, mais ça a été quand même un gaz qui est rentré au bloc opératoire très rapidement. Et l'intérêt de ce gaz pour les anesthésistes, c'est qu'il a une capacité à diffuser qui est 30 fois supérieur à l'azote, et donc il permet de concentrer les gaz dans l'alvéole à l'induction, notamment les halogénés, donc à l'époque l'halotane, aujourd'hui le sévoflurane, pour faire des inductions beaucoup plus rapides au masque. Et c'était très intéressant, notamment sur les listes pédiatriques chez les enfants. Donc il a un effet on qui est très rapide, parce qu'il va diffuser très rapidement, et à l'inverse, quand on va arrêter l'exposition, donc quand on va couper le gaz, l'effet va se réverser très rapidement aussi. Il va passer très rapidement dans l'alvéole, et donc là il va diluer les autres gaz, d'où cette fameuse hypoxie de diffusion, qui arrive à la fin de l'exposition. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut surveiller vos patients lorsque vous leur donnez du protoxyde d'azote avec au moins un saturomètre. Le mieux c'est cliniquement, et puis souvent leur mettre un petit masque sur le nez pendant les 2-3 minutes que le gaz s'échappe. Alors c'est un gaz qui est rapidement sorti également des blocs opératoires pour son effet d'analgésie de surface, et notamment dans le monde de l'urgence, donc aux urgences intra-hospitalières, mais également en extra-hospitalier, où là on pourra en discuter aussi plus tard, il est un petit peu plus difficile à utiliser, on va voir. Pour son effet antalgique de surface. Alors il stimule les récepteurs GABA, il y a une inhibition des neurones noradrénergiques, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a un effet également dissociatif qui est intéressant lors du traitement de la douleur. Le patient s'échappe un petit peu de l'épisode douloureux, qui peut devenir un effet secondaire lorsque le patient devient compliqué, difficile à maîtriser. Et donc c'est un gaz qui fait rigoler, et d'où son nom, de gaz hilarant. Donc gaz hilarant, c'est sympa, c'est vendeur en termes de marketing, puisqu'on va parler du trafic tout à l'heure. Si on vous dit, voilà, je vais vous vendre un gaz hilarant, ça fait rire, on le file aux enfants. Bon, on va dire, ouais, je vais le prendre, je vais essayer, pourquoi pas, ça n'a pas l'air très méchant. Très rapidement, dès les années 70, certains papiers sont sortis sur les intoxications chroniques chez les dentistes nord-américains qui le sortaient de leur cabinet, qui l'utilisaient à fin récréative. On s'est aperçu qu'il y avait des effets secondaires retardés, une toxicité retardée dans les intoxications chroniques, qui est essentiellement dominée, hormis quelques troubles hématopoïétiques, par les troubles neurologiques, et en fait par une activation de la vitamine B12. On va avoir en fait une carence en vitamine B12, un blocage de la transformation de l'homocystéine en méthionine, la méthionine étant un des principaux composants des gaines de myéline. En fait, on va avoir des pathologies de type démyélinisante. Alors, je reviendrai sur la clinique un petit peu plus tard. Mais en fait, c'est un gaz, on aurait pu le qualifier à ce moment-là de gaz qui paralyse, de gaz paralysant, ce qui évidemment en termes de marketing est vachement moins vendeur, et peut-être que les gens seraient moins tentés de l'utiliser si le message était un peu plus clair sur ce gaz. Alors l'usage détourné est ancien. Dès les années 60, des dentistes américains le sortent de leur cabinet, s'en servent. Les premières utilisations dans des fêtes sont dans des fêtes de personnes, on va dire, autorisées à avoir ce gaz, enfin en tout cas qui ont un accès à ce gaz facile, c'est-à-dire les dentistes et les médecins aux États-Unis. La consommation reste cependant très marginale parce qu'il faut avoir la bonbonne. Donc ça reste un mode d'amusement, on va dire, que pour des gens qui font partie d'un milieu un peu particulier. Dans les années 90-2010, l'émergence des rave parties, l'émergence des nouvelles drogues de synthèse, et à partir de 94, les premiers siphons
grand public à Chantilly apparaissent. Donc le siphon sort de la restauration professionnelle pour entrer dans nos cuisines. Et le gaz qui est choisi comme propulseur, du fait de ses qualités incolores, quasiment inodores, stables, non inflammables, c'est le protoxyde d'azote. Et donc le protoxyde d'azote devient accessible. Vous pouvez aller dans une épicerie, dans un supermarché, acheter vos cartouches de protoxyde d'azote pour votre siphon à Chantilly. Et puis avec l'apparition de l'e-commerce, dans la deuxième partie des années 2000, à ce moment-là, il y a une ouverture du marché et on peut se procurer très facilement sur Internet du protoxyde d'azote en dose unitaire ou en dose plus importante. On a une explosion de la consommation, des marqueurs de la consommation dans les années 2017-2018. Peut-être parce qu'il y a plus de consommation, peut-être également parce que les États, les tutelles s'y intéressent de plus en plus. Et une explosion encore plus pendant les années Covid, notamment pendant le confinement, où la plupart des observatoires dans les pays occidentaux des toxicomanies disent qu'il y a eu une multiplication par un facteur 10 de la consommation du proto à cette époque-là. Il y a une augmentation également, comme marqueur un petit peu d'augmentation des intoxications, qui est faible mais significative des déclarations au centre antipoison ou au centre de pharmacovigilance, mais quand même avec une tendance qui est à la hausse. Alors si on prend l'exemple des Pays-Bas, qui est un pays qui a été énormément confronté ces derniers temps à la consommation de proto, on s'aperçoit qu'il y a eu 13 cas déclarés en 2015, 144 en 2020, bon, un petit infléchissement en 2021, mais on voit quand même, on a l'impression qu'il y a un bruit de fond, il y a quelque chose qui se passe. Si on regarde comme autre marqueur les publications liées aux intoxications graves, on va dire, aux dommages graves liés par la consommation de protoxyde d'azote, on s'aperçoit également qu'il y a une augmentation nette des publications. Alors, c'est un marqueur comme un autre. Plus intéressant et certainement plus significatif, c'est qu'on a l'apparition de nouveaux trafics, chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Et vous voyez, c'est relativement récent. Vénissieux, la banlieue lyonnaise, au mois d'août de cette année, 21 tonnes de protoxyde d'azote sont saisies dans un entrepôt. Donc soit c'était quelqu'un qui adorait la Chantilly, soit c'était qu'il y avait autre chose derrière. Plus proche de nous, le 10 octobre, à Nîmes, dans le Gard, donc la ville dont je suis originaire, une petite épicerie de quartier était en fait la plaque tournante d'un trafic qui avait vendu entre 200 000 et 500 000 bonbonnes, enfin bouteilles de protoxyde d'azote pour un budget, vous voyez, de 3 à 6 millions d'euros. Donc il y a une manne financière énorme. Et donc, comme il y a une manne financière, ça intéresse les trafiquants. Si les trafiquants rentrent dans le trafic, c'est qu'il y a des consommateurs. S'il y a des consommateurs, et on a vu les effets secondaires du produit, il y a peut-être un risque de santé publique. Et en fait, ça a amené une réponse législative de certains pays qui n'est pas basée sur de l'épidémiologie pure et dure avec des études, on va dire, bien faites, mais plus sur ce ressenti qu'il y a un trafic des consommateurs, donc un risque. Le pays qui a tapé le plus fort, c'est les Pays-Bas, donc en début de cette année, 1er janvier 2023, qui a en fait inscrit le protoxyde d'azote sur la liste des stupéfiants. Et donc il est interdit, si en Hollande, aux Pays-Bas, vous allez vous balader dans la rue avec une capsule de protoxyde d'azote dans la poche et vous faites arrêter, c'est un délit. Voilà. Seuls les professionnels de la santé et de la restauration de l'alimentation peuvent l'avoir. En France, pareil, il y a une loi de 2021 qui a été consolidée en 2023 qui interdit de vendre ou d'offrir du proto aux adultes, bien entendu aux mineurs aussi, sur la voie publique, mais également dans les débits de boissons, dans les bureaux de tabac, dans les lieux festifs et dans les stations-service, puisque souvent le samedi soir, quand on va faire la fête, on passe dans la station-service, on achète un paquet de clopes, une bouteille de vodka et hop, un petit peu de proto pour que la soirée soit bonne. En Suisse. Alors en Suisse, le 17 décembre 2020, le groupe socialiste interpelle le Conseil fédéral en disant voilà, en zone frontalière du côté de Genève, en France, il y a beaucoup de problèmes avec le protoxyde d'azote. Ça semble inquiéter les autorités. Est-ce qu'il se passe quelque chose chez nous? Est-ce que vous pourriez nous faire un topo là-dessus? Est-ce qu'on a des remontées du terrain qui nous disent le protoxyde d'azote devient une nouvelle molécule à usage récréatif potentiellement problématique? Le Conseil fédéral donne son avis en disant non, ils ont regardé, dans les services d'urgence, il n'y a pas plus de déclarations, dans les services hospitaliers non plus, au niveau de la police non plus, donc a priori, on n'est pas tellement concerné par ce problème. Et quand on regarde l'actualité locale, au niveau suisse, on s'aperçoit qu'on a l'impression qu'il y a quand même un bruit de fond. Alors qu'il est arrivé après 2020, 16 novembre 2021, c'est dans la région de Bâle, 4 jeunes footballeurs d'un club font la fiesta, ils rentrent en voiture, le chauffeur inhale un ballon, perd le contrôle de son véhicule, percute le terre-plein central, et 3 blessés graves et un décède à l'hôpital. En 2022, à l'hôpital de Bâle, toujours 2 patients jeunes qui viennent pour des pathologies neurologiques avancées sur des intoxications chroniques.
Dans la région de Sion, dernièrement, un jeune qui se fait arrêter, enfin de 29 ans, qui se fait arrêter en train d'inhaler du protoxyde d'azote dans sa voiture sur l'autoroute, en train de rouler, et il avait des bonbonnes dans le coffre. Peut-être plus objectif, c'est le panorama suisse des addictions de 2023, qui dit qu'en 2022, l'année 2022 a été marquée par une augmentation nette de la vente et de la consommation du protoxyde d'azote, surtout dans la région bâloise. Alors, on a le sentiment un petit peu que ce produit passe sous les radars, parce qu'on en parle beaucoup. Moi, j'avoue qu'aux urgences, je n'en ai pas vu depuis que je suis à Delémont. J'en ai vu 2 cas peut-être avant dans ma vie antérieure, mais c'est très très rare, quoi. Alors, il passe peut-être sous les radars parce qu'il a une bonne image auprès du grand public. Pour le grand public, ce n'est pas un produit toxique, c'est un produit qui a un effet on-off rapide. On le prescrit aux enfants, donc ça ne peut pas être méchant, ça ne laisse pas de traces. Et puis c'est en vente libre, on peut sur internet dire voilà, j'ai un siphon à chantier chez moi, je m'achète 50 cartouches, il n'y a pas d'interdiction. C'est un produit qui est très facile d'accès et qui en plus est conditionné, vous pouvez l'utiliser en dose unique, comme c'est là-haut le cas là, sur le siphon à chantier, un peu comme si vous pouviez acheter des cigarettes à l'unité en fait. Vous avez des petits systèmes qui s'appellent des crackers, qui vous permettent de percuter en fait la capsule, donc la petite bonbonne de protoxyde d'azote, de gonfler votre ballon de baudruche. Ensuite, votre ballon de baudruche, vous l'inhalez un petit peu comme vous voulez, à la vitesse que vous voulez, à la quantité que vous voulez. Ou alors, vous pouvez acheter des bouteilles un peu plus grosses qui vont faire un demi-kilo, 2 kilos, 3 kilos, avec des systèmes de détendeurs un petit peu plus sophistiqués. Et là, c'est si vous invitez 20 amis chez vous à la maison le soir, vous utiliserez plutôt la deuxième bouteille. Et quand on voit le prix également, c'est la drogue la moins chère. Hein. C'est moins cher que le cannabis, c'est moins cher que le poppers, c'est moins cher bien entendu que la cocaïne. Vous voyez, une dose unitaire va vous revenir à 50 centimes. Et vous achetez une bouteille de 2 litres, vous allez payer ça 40 francs, c'est pas bien cher. Et vous allez pouvoir faire quasiment 300 ballons. Donc là, pareil, si vous faites une petite soirée chez vous, voilà, c'est le modèle qu'il faut prendre. C'est pas cher du tout. Alors peut-être également que ça passe sous les radars parce qu'on n'est pas suffisamment informé, on ne connaît pas suffisamment cette drogue, ce produit manque de données statistiques et manque effectivement d'épidémiologie parce qu'on ne le diagnostique pas. Même les niveaux de consommation sont difficiles à établir, ils ne sont pas consensuels à l'heure actuelle. Il y a 2 pays, les Pays-Bas et le Danemark, qui eux disent que l'usage est dit intensif, lorsque dans une soirée, dans ce qu'ils appellent une séance, un consommateur va prendre plus de 50 capsules unitaires, donc 50 cigarettes entre guillemets, ou alors une bouteille, un paquet, qui fait un demi-kilo. Mais quant à l'usage quotidien, est-ce qu'il y a un usage hebdomadaire comme l'alcool? L'alcool est bien codifié, hein, 10 unités, plus de 10 unités par semaine, on se pose des questions. Là, ce n'est pas vraiment codifié, on ne sait pas trop. La deuxième raison pour laquelle ça passe peut-être sous les radars, c'est peut-être un petit peu, ça vient peut-être un petit peu de nous, et notamment les médecins, et notamment aux urgences, les médecins de premier recours, parce que ce n'est pas une consommation qu'on va évoquer systématiquement, de manière aussi systématique que, par exemple, est-ce que vous avez bu de l'alcool avant de chuter, monsieur? Est-ce que vous avez pris des benzos avant de prendre devant votre voiture et accrocher l'arbre? On ne va pas y penser forcément. Les patients, dans le cas des intoxications au protoxyde d'azote ou dans le cadre de la consommation, peuvent venir consulter pour 2 grands motifs, soit la phase aiguë, soit la phase chronique. À la phase aiguë, la symptomatologie est dominée par l'hypoxie. Alors elle peut être myocardique, c'est rare, elle peut donner des troubles du rythme lorsque c'est associé à des stimulants comme de la kétamine, du NMDA, de l'ecstasy, etc. Mais c'est surtout l'hypoxie cérébrale qui va parler. Ça va entraîner des troubles du niveau de conscience et donc des pertes de connaissance au maximum. Alors si vous êtes comme les 2 jeunes là, qui sont assis contre Menhir à Carnac en train de sniffer du protoxyde d'azote, si vous perdez connaissance, vous n'allez pas vous faire très très mal, hein. La cinétique de votre chute ne va pas être extraordinaire. Par contre, si vous êtes comme la voiture en haut qui s'est encastrée dans un angle de maison, ça c'est à Liège en 2017, où en fait 5 jeunes étaient dans une bagnole, ils rentraient de boîte de nuit, le chauffeur prend un ballon de protoxyde d'azote, perd connaissance, il rentre à 80 km dans un angle de maison, sur les 5 jeunes, 4 meurent sur les lieux, le 5e qui est indemne à l'arrière, protégé par les copains et par le reste, explique qu'en fait c'est le protoxyde d'azote qui a fait perdre connaissance au chauffeur. Donc là, on peut dire que ces 4 morts sont directement liés au proto, plus le reste qu'ils avaient pris certainement dans la soirée, mais c'est le proto qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc, c'est accidentogène le protoxyde d'azote. Ça peut entraîner des chutes. Si vous êtes au sommet d'un muret, si vous êtes au bord d'une rivière, au bord d'un lac, vous pouvez vous noyer. Au sommet d'un arbre, vous pouvez tomber, vous faire mal, et vous pouvez avoir des accidents de la voie publique si vous êtes en train de conduire. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il y a des petits signes qu'on peut rechercher, qui peuvent faire évoquer l'intox au protoxyde d'azote, en tout cas la consommation, c'est les brûlures dues à ce gaz. Parce que ce gaz, quand il va se détendre, va devenir très froid, entre moins 40 et moins 50 degrés Celsius.
Et donc toutes les zones qui vont être en contact, notamment métalliques, qu'on va tenir dans les doigts quand on utilise un cracker, eh ben, on peut se brûler, se faire des engelures. Et donc c'est des petits signes comme les engelures au niveau des doigts sur la photo d'en haut à gauche, ou alors des brûlures au niveau des lèvres, ou alors des brûlures du palais mou dues au gaz froid. Et encore plus spécifique, c'est les brûlures de l'entrecuisse, qui peuvent être des brûlures très profondes. Là, c'est généralement le barman qui va vous distribuer le protoxyde d'azote. Lorsqu'il a une grande bouteille, va la caler entre ses cuisses pour éviter qu'elle ne tombe et casser le système de détendeur et les ballons. Et en fait, cette bouteille va se refroidir, ça va entraîner des brûlures par le froid qui sont insidieuses parce qu'au début, on ne sent pas trop. Et vous pouvez avoir des brûlures très profondes comme celle-ci qui nécessitent un débridement chirurgical et qui nécessitent en plus une greffe de peau. Et ça, c'est vraiment le signe pathognomonique, parce que pour aller se brûler entre les cuisses, c'est quand même un peu spécial, ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Après, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va rechercher non plus. Donc là, c'est important qu'on soit sensibilisé et qu'on y pense. Deuxième grande catégorie de problèmes qui peuvent amener à consulter aux urgences dans le cadre d'une consommation de protoxyde d'azote, c'est dans le cadre de la consommation chronique, on va dire, habituelle, et c'est dominé par la pathologie neurologique. Alors l'installation est progressive. Elle peut être très rapide en 10 jours pour quelqu'un qui a consommé massivement pendant 10 jours du protoxyde d'azote. Elle peut arriver au bout de quelques semaines, de quelques mois, quelques années si votre intoxication est plus soft, plus douce. Ça va dépendre de vos réserves en vitamine B12. On n'est pas tous égaux en vitamine B12. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes d'absorption, des gastrectomies, ou alors des régimes sans viande, des régimes décarnés, vous aurez moins de vitamine B12. Et donc là, le déficit va s'installer plus rapidement. Les premiers signes sont insidieux. C'est des paresthésies ascendantes qui commencent aux membres inférieurs et qui remontent éventuellement après, qui prennent les membres supérieurs et qui sont ascendantes. Donc souvent qui ne forcent pas à consulter. Ça fait penser à quelque chose, ça, quand même. Quand on vous dit un jeune qui a des paresthésies ascendantes des membres inférieurs, on pense à un Guillain-Barré. On ne va pas forcément penser à du proto spontané. On devrait peut-être y penser un peu plus. Ensuite, il y a des troubles de la sensibilité profonde, ataxie, faiblesse musculaire avec difficulté à la marche. Et généralement, c'est ça qui pousse à consulter. Quand les gens commencent à avoir du mal à marcher, commencent à être paralysés. Si vous faites une PL, si vous faites une imagerie cérébrale, il n'y a rien de particulier. L'électromyogramme ne montre rien de spécifique, si ce n'est une radiculopathie périphérique. Par contre, l'IRM va être intéressante parce qu'elle va montrer des signes un petit peu plus significatifs, un hypersignal en T2, notamment en postérieur et qui part en latéral. Donc là, sur cette image, on le voit bien, c'est souvent cervical étagé, mais ça peut être également thoracique ou plus bas. Mais classiquement, c'est plus fréquemment cervical. Et donc, vous avez cet aspect, cette encoche en V inversé en postérieur, qu'on voit sur les images à droite. Donc là, pareil, sensibilisation des médecins aux urgences. Si on évoque un Guillain-Barré, peut-être se dire, tiens, est-ce qu'on ne va pas rechercher, poser la question au moins aux patients, est-ce que vous prenez des ballons, est-ce que vous inhalez des ballons d'audruche pendant les soirées, est-ce que vous en prenez à la maison? Donc il faut qu'on soit sensibilisé et qu'on y pense. Deuxième cas de figure dans lequel le patient peut venir consulter aux urgences et qui pourrait, alors là on n'est pas encore sûr à 100%, mais qui pourrait être dû à des intoxications chroniques au protoxyde d'azote, c'est un risque augmenté de pathologie thromboembolique. Il y a eu beaucoup de case reports disant que sur des patients qui empruntent chroniquement, ils ont fait des embolies pulmonaires, il y a eu des stémies, des choses comme ça. Il y a une étude qui a été faite en février cette année par une équipe hollandaise à Amsterdam sur 326 patients, donc une cohorte qui n'est pas trop mal, qui sont consommateurs habituels de proto avec des doses importantes. Vous voyez, entre 50 et 750 ballons par jour, c'est quand même pas mal. Ça fait passer un certain temps à inhaler. Et qui présentent des signes neuro et ou vasculaires. Ils s'aperçoivent que la moyenne d'âge est quand même la médiane est assez jeune, 26 ans, et 5% ont des événements thromboemboliques majeurs, graves. C'est-à-dire, ce n'est pas la thrombose veineuse périphérique. Et vous voyez, il y en a 5 qui sont artérielles, dont 3 stémies quand même. Pour des gens qui ont 26 ans, c'est atypique. Une artère cérébrale moyenne, et puis 10 EP, et une thrombose veineuse cérébrale également. Donc des choses qui sont potentiellement graves, mortelles. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il ressort que l'homocystéine est élevée, et elle est élevée à des valeurs qui sont des fois phénoménales, puisque le plus bas c'est 22, le plus haut c'est 253 micromoles par litre pour une normale inférieure à 15. Et on s'était déjà posé la question il y a quelques années sur le rôle de l'hyperhomocystéinémie dans certaines maladies du métabolisme de la vitamine B12 comme facteur thromboembolique. Il n'y a jamais eu vraiment de réponse sur la physiopathologie, est-ce que c'est dû à des radicaux libres, parce qu'on ne savait pas trop, mais apparemment c'est quelque chose qu'on retrouve là. Et ce qui est intéressant également au niveau clinique, c'est que 50% des patients qui font un accident grave thromboembolique avaient des signes neurologiques déficitaires préexistants. Et donc ça pose la question, ces gens-là, si on les hospitalise avec suspicion de proto, d'intoxication au proto, faut-il pas les anticoaguler de manière préventive, même s'ils n'ont pas les critères objectifs pour le faire?
Alors, à l'aide biologique au traitement, au diagnostic, pardon, il n'y a pas de marqueur spécifique. L'intoxication alcoolique, vous faites une alcoolémie, si elle est positive, ben, c'est que le patient a picolé. Il ne va pas générer spontanément d'alcool. S'il est négatif, ben, c'est pas ça, c'est autre chose qu'il faut chercher. Là, le dosage de la vitamine B12 n'apporte rien. Alors ça, c'est une étude qui a été sortie en 2023, cette année aussi, sur une petite cohorte de 52 patients qui étaient consommateurs chroniques et qui avaient des signes neurologiques déficitaires, donc importants. Le dosage de la vitamine B12 n'est pas corrélé avec la consommation, puisque ça va mettre un certain temps à baisser. Donc on ne peut pas s'en servir de marqueur. Par contre, l'hyperhomocystéinémie est un bon signe, à la fois d'intoxication récente, de consommation récente et ou chronique. Et un autre marqueur du métabolisme de la vitamine B12, qui était déjà connu pour augmenter dans les carences, c'est l'acide méthylmalonique, l'acide qu'on appelle acide MMA, un acide qui sait se battre, semble être un meilleur marqueur de sévérité clinique. Donc dans les formes très graves, ça semble être un meilleur marqueur. Alors ça semble, c'est une petite cohorte, mais qui en fait consolide tous les case reports qu'il y a eu, où on voyait que l'hyperhomocystéinémie était quand même quelque chose d'assez constant dans les intoxications chroniques et ou aiguës. Alors au niveau de traitement, il n'y a pas de protocole international, mais c'est globalement la même chose. Il faut arrêter l'exposition, la consommation, une supplémentation en vitamine B12 sous forme injectable, IM ou IV, avec différents protocoles, relais Péros jusqu'à normalisation de l'homocystéinémie. Et puis très important, c'est la rééducation, la physiothérapie, en sachant que la récupération est généralement complète, mais elle peut être incomplète, donc elle est variable, d'autant plus que le patient consulte tardivement avec des signes neurologiques importants. La molécule utilisée, c'est de la cyanocobalamine. Alors c'est vrai que nous, quand on parle de cobalamine urgentiste, on a l'habitude de l'hydroxycobalamine, le cyanokit, qu'on donne dans les intoxications au cyanure, l'exposition aux fumées d'incendie. Donc c'est de la vitamine B12, là l'avantage de la cyanocobalamine c'est qu'il faut des doses plus petites et surtout elle est vachement plus stable et plus facile à préparer et elle coûte moins cher. Donc en conclusion, on peut dire que le proto, il ne faut pas en rire, il faut vraiment y penser. Il faut y penser nous aux urgences dès l'anamnèse, comme on va demander à des gens quand on fait les facteurs de risque sur de la traumatologie notamment, est-ce que vous avez bu, est-ce que vous avez pris un antalgique, est-ce que vous avez, oui j'ai pris 3 comprimés de tramal avant de prendre ma trottinette et je suis tombé. Donc ça peut être la cause de la chute. Donc y penser à l'anamnèse, ça peut être dès le contact infirmier, dès l'infirmier de tri, dès le contact médical. Y penser dans les cas de traumato, même les cas de petits traumato, je suis tombé en descendant les escaliers, je me suis cassé le poignet. Comme on va rechercher chez une personne âgée un AVC qui peut s'exprimer sous la forme d'une chute avec un col du fémur, ben là peut-être se poser la question, est-ce que vous avez consommé? Et puis rechercher ces petits signes, ces petites engelures au niveau des doigts, les brûlures au niveau des lèvres. Éventuellement, bon, s'il y a les brûlures à l'entrecuisse, c'est plus spécifique. Certainement y penser dans les pathologies SEP ou Guillain-Barré-like. Et puis le dosage de l'homocystéine, c'est un dosage qu'on ne peut pas avoir en 30 minutes, mais un laboratoire normal peut vous le faire en 3-4 heures. Ça permettra d'orienter le diagnostic. Et puis également, ça permettra de se poser le risque thromboembolique. S'il y a des signes neuro et une hyperhomocystéinémie importante, est-ce que ce patient, il ne faut pas que je l'anticoagule de manière préventive pour éviter le risque? Et puis l'information. Alors l'information du patient, elle peut être au niveau national, on va dire au niveau du ministère, avec des campagnes dans les médias, avec des affichages à l'entrée des boîtes de nuit, dans les grands festivals. Mais certainement, nous aussi, comme on fait en tant que professionnel de santé, quand un patient vient, tousse, attrape le Covid et fume 2 paquets de clopes par jour, on va lui dire, écoutez monsieur, il faudra arrêter de fumer, c'est pas bon pour la santé. Là, certainement, informer les patients, d'une part, s'ils nous avouent leur consommation, donc il faut leur demander, et les informer sur le risque à la prise aiguë, c'est-à-dire leur dire, si vous en prenez, ne conduisez pas en le prenant, ne faites pas ça sur votre vélo, ne faites pas ça quand vous êtes en train, je ne sais pas, de faire une fête au bord d'un lac, etc. Et puis, si vous le prenez de manière chronique, faites attention parce que vous risquez d'avoir des problèmes de toxicité. Si vous avez des paresthésies, etc., c'est qu'il y a un problème, il faut consulter. Et c'est en fait ce que dit l'Observatoire européen des drogues et des addictions dans son bilan d'août 2023, où il met bien les services d'urgence hospitaliers, en plus les centres antipoison, les services de médecine, ils y intègrent également la police, jouent un rôle clé dans l'identification. Et à partir de cette identification, donc du diagnostic du patient qui consomme, on pourra voir quelles sont les répercussions, quels sont les dommages liés en termes de consommation. Est-ce qu'il y a un effet sur la santé publique? Est-ce qu'il faut prendre des mesures qui sont des mesures médicales, mais également des mesures législatives? Voilà, j'en ai terminé. On peut, alors c'est pas un diaporama contre la fiesta, on peut tout à fait s'amuser. Et puis il y a de nombreuses manières de s'amuser, dont celle-ci évidemment. Il doit marcher.